Madame, Monsieur, bonsoir. Les statistiques en disent long, même s'il existe quelques poches de stress hydrique en cours de correction aujourd'hui. De 2017 à 2024, la desserte en eau potable a doublé, passant de 42 à plus de 82%. Le Bénin, c'est aussi une terre bourrée de ressources minières, le pétrole, l'or, les pierres précieuses, pour ne citer que ces quelques exemples. Que faisons-nous de tout ceci? La réponse sera donnée dans un instant par le ministre en charge de l'eau et des mines. Bonsoir, Monsieur le ministre Akpona. Bonsoir. Merci d'accepter de répondre à ces quelques questions en lien à l'eau et aux mines. Alors, je co-anime cet entretien avec mon collègue Benjamin Honoré Naoum de Radio Cotonou. Bonsoir, Honoré. Bonsoir William Tchoki, chers téléspectateurs. Bonsoir à vous également. Merci de nous rejoindre donc sur ce plateau pour parler bien entendu de mines, pour parler de l'eau potable. Donc l'eau de vie avec le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau. Monsieur le ministre Akpona, à nouveau bonsoir. Bonsoir. Voilà, et avec vous, on va faire un travail méthodique pour permettre bien entendu à nos téléspectateurs de nous suivre. Nous allons commencer véritablement par parler de l'eau en milieu urbain. Je voudrais avoir avec vous la réponse. Est-ce que véritablement le Bénin se portait bien avant 2016, avant la prise du pouvoir par le président Patrice Talon en matière d'eau potable en milieu urbain? Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de parler de ce secteur vital pour l'homme d'abord, en tant qu'être humain, qui a besoin de l'eau pour vivre, et aussi pour tout ce qu'il y a comme industrie et qui ne peut fonctionner sans l'eau. Et de ce secteur, globalement, ce qu'on peut retenir, en 2016, avant l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, c'est que nous avons, au niveau urbain, un taux de desserte de 50%. Et des ouvrages d'adduction caractérisés par une vétusté très avancée qui fait qu'il était vraiment difficile de continuer par donner de l'eau potable à nos populations. En termes de chiffres, si on peut s'exprimer ainsi, combien d'abonnés étaient servis donc, avant 2016? 100 000 ont été desservis en milieu urbain. En termes d'abonnés, par la société en charge de la distribution de l'eau, en même temps de la production et de la distribution de l'eau en milieu urbain, la SONEB. Okay. Donc, arrivait quand même à alimenter plus de 100 000 abonnés. Plus de 100 000 abonnés. D'accord. C'était la situation. C'était la situation en 2016. En 2016. Alors, à l'arrivée du président Patrice Talon, quelles ont été les grandes actions menées pour corriger cet état de choses? Vous savez que le président Patrice Talon est venu au pouvoir avec un programme d'action de gouvernement basé sur des réformes. Et quand on parle de réformes, c'est forcément pour apporter des corrections à ce qui ne va pas. Et la décision de réformer la SONEB, principale société qui fournit de l'eau, tant au milieu urbain que rural à l'époque, a été prise par le gouvernement pour que cette réforme puisse permettre d'augmenter le taux de desserte en milieu urbain. Où en sommes-nous? La réforme, la restructuration de la SONEB consiste, non pas encore, consiste à sa scission. La scission, c'est une opération qui consiste à scinder en deux ou plusieurs parties les activités de la société pour créer d'autres sociétés qui vont se recentrer sur des corps de métier. Donc la SONEB est une entreprise qui faisait tout. Mais aujourd'hui, elle a été scindée en deux avec la création de la SOBI, qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure de l'eau, et une autre société qui portera la deuxième partie de l'activité de la SONEB, qui est la distribution de l'eau, c'est-à-dire l'exploitation tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Et autre activité qui s'est ajoutée est liée à la responsabilité dont ce gouvernement fait preuve dans la manière de conduire l'action publique, c'est la maintenance des ouvrages qui seront modernisés pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à la continuité dans la fourniture de l'eau potable à nos populations. Donc c'est cette stratégie-là qui est menée aujourd'hui. Exactement. Dans la réforme proposée par le gouvernement en matière de distribution de l'eau. Alors, depuis que
Le président Patrice Talon, avec son équipe, travaille bien entendu sur ce domaine-là, en termes de fourniture d'eau en milieu urbain. Alors, quels sont les résultats aujourd'hui que vous pouvez présenter à l'opinion publique? Alors, 2 résultats essentiels. Le taux de décès aujourd'hui est passé de 50 à 75% en milieu urbain. Et les abonnés sont passés de 2016 à 2024. Déjà, 114 000 nouveaux abonnés ont été constatés. Et puis, les ouvrages d'eau qui étaient vétustes, je l'ai dit, ont connu un début de réhabilitation, de modernisation pour pouvoir permettre de donner de l'eau à nos populations. En milieu urbain, on peut dire qu'il y a une bonne maîtrise de la chose. Cette société qui est issue de la scission de la SONEB, la SOBI, entendez Société béninoise d'infrastructures d'eau, est une société qui portera cette modernisation au niveau des infrastructures. Voilà un peu ce que je peux dire. Cette société étant créée, le conseil d'administration est déjà mis en place. Et ce conseil d'administration, aussitôt après son installation, va procéder à la nomination du directeur général. Ce qui va suivre, ce sont les outils de gestion, le système d'information dans sa globalité, le système d'information comptable et financière. Toutes les dispositions sont déjà prises. Le gouvernement a déjà autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé qui peut accompagner à l'opérationnalisation définitive de cette entité nouvelle qui est créée. Alors, parlant bien sûr des actions menées pour fournir de l'eau potable en milieu urbain, j'aurais voulu qu'on aille peut-être aller dans certaines communes pour nous montrer un peu qu'est-ce qui est fait de façon concrète pour permettre à ce que la population ait de l'eau potable facilement. Parce que là, vous donnez des exemples, mais on ne sent pas encore que voilà, il y a des actions concrètes qui sont menées. Est-ce que vous pouvez aller plus en détail pour nous, monsieur le ministre? Oui, beaucoup de travaux sont effectués déjà en milieu urbain et en mettant en place de toute urgence les projets d'approvisionnement en eau potable. Okay. À Savalou, par exemple, à partir de l'eau souterraine. Il y a eu le projet de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable des villes du plateau d'Abomey, dans le Zou, Abomey, Boycon, Sokotomé, Zakuta, Chicha, Kmaïzoun, etc., etc. Il y a le même projet au niveau des villes de Dassa, de Savet, de Glazoué et environ. Vous savez que dans les collines, on disait que c'est la cité des bidons jaunes. Ouais. Mais c'est vrai, pour caractériser, bien entendu, ouais. Pour caractériser la gravité en déficit d'eau potable dans cette région. Parce que, comme on le dit, Saint Thomas, tous ceux qui ne croient pas à la providence ont pensé qu'on ne peut jamais avoir de l'eau dans ces localités à cause de la qualité du sous-sol. Mais on a eu un bon samaritain qui a dit qu'il faut le faire et montrer pour ceux qui ne croient pas, pour que les aveugles voient et que les sourds entendent, qu'il est désormais possible que le désert, du désert peut jaillir de l'eau potable et de l'eau de vie. Et c'est ce que le gouvernement du président Patrice Talon a matérialisé dans cette partie du Bénin où aujourd'hui 2 millions de mètres cubes d'eau potable se traitent au niveau déjà du barrage d'Aïdjoko, ouais. Pour desservir toute cette zone, aller même vers Ouessé et consorts, au-delà de Glazoué, de Savalou et puis de Savé et de Dassa. Mais aussi, très bientôt, c'est d'ailleurs le gouvernement a déjà autorisé la signature d'avenant pour que le barrage de l'IFO aussi soit réhabilité par l'entreprise chinoise CGC, parce qu'il y a eu un incident sur ce barrage-là qui a fait qu'il y a la digue qui a cédé suite à des pluies diluviennes. Et donc il faut reprendre et réhabiliter ce barrage. Tenez-vous bien qu'il y a une capacité de 12 millions de mètres cubes d'eau. Ajouté aux 2 millions de Aïdjoko, ça fait 14 millions de mètres cubes d'eau pour les collines. Alors, si vous permettez, c'est vrai, vous avez parlé de 2 millions de mètres cubes pour le barrage d'Aïdjoko. On ira à la régie, on va suivre ce reportage qui présente un peu cette infrastructure qui permet aujourd'hui aux populations des collines d'avoir de l'eau potable en toute heure, j'allais dire en toute minute. Voilà, suivons.
C'est un paysage, carte postale. Une des rares zones humides du département des collines. Elle est rythmée par d'innombrables chants d'oiseaux. Nous sommes sur l'un des bras du fleuve Ouémé. Et c'est ici qu'est déposée cette station de pompage d'eau de surface pour alimenter les villes de Dassa, Savé et Glazoué. Soyez les bienvenus. Ouais. Ici, nous sommes sur le site de la station de pompage numéro 1. C'est la source qui alimente actuellement les 3 villes. Une solution trouvée pour faire face efficacement à la sécheresse hydrique, due en grande partie à la zone hydrogéologiquement difficile de cette partie du Bénin. Ici, nous avons 3 pompes installées de capacité unitaire 750 m3 par pompe. Donc au total, c'est une station qui a une capacité de 1500 m3. 1500 m3 heure. Cette station vient en appoint à ce barrage, le barrage d'Ayedjoko. Il a une capacité de 2 millions de mètres cubes, de quoi couvrir les besoins sur une longue durée. Même si la population actuelle venait à être multipliée par 10. Malgré la période d'étiage que nous traversons, vous voyez, on a un volume important d'eau dans le barrage. Et c'est ce volume d'eau qui est dans le barrage qui dessert actuellement les 3 villes, à savoir Savé, Dassa et Glazoué, à travers la station de pompage SP2 que nous venons de visiter. Le barrage vient de traverser sa 4e saison et elle se comporte très bien. Toute l'eau tirée de ce bras du fleuve Ouémé et du barrage d'Ayedjoko est gérée ici. La station de Gobé, le cœur du dispositif de traitement d'eau refoulée après vers Savé, Dassa et Glazoué. L'eau qui est pompée de la station de pompage de SP2 de Ayedjoko, qu'on a vu tout à l'heure, l'eau là vient ici et se répartit sur 2 lignes. Chaque ligne a une capacité de traitement de 750 m3. Un dispositif ultra moderne de dernière génération. Des bassins de décantation, de flocculation, coagulation, chloration et filtration. Toute une filière de traitement d'eau potable. Actuellement, le réservoir de Diou est rempli à 87%. Ici, c'est l'eau traitée. L'écran qui nous permet de nous renseigner sur la turbidité, le pH et le chlore résiduel de l'eau traitée au niveau de la ligne 1. Et de l'autre côté, c'est la ligne 2. Tout ce que nous avons vu, nous avons le schéma en miniature ici. En bas, ici, nous avons la SP1, la station de pompage numéro 1, où vous avez les 3 pompes qui sont là. Dans les maisons, la satisfaction se lit sur les visages. On pousse un ouf de soulagement. Maintenant, ça va. Ça va. Le liquide source de vie est disponible en toute heure et le débit au robinet en dit long. Ça sort vraiment. Donc maintenant, le coup là, à gogo. Les stations de pompage et de stockage jonchent ces différentes localités, autrefois en manque cruel. La zone de socle sort enfin de sa sécheresse hydrique. Il y a encore plus grand qui vient, le barrage Lifo, avec ses 12 millions de m3 de capacité. L'infrastructure sort déjà de terre. Voilà, on revient donc au plateau après ce reportage terrain qui montre véritablement, Monsieur le Ministre, le travail qui est exécuté dans le centre de notre pays. Vous avez parlé de Boïkan, Abomey, Zogodomé, Zakpouta, Gbanizou, Djidja, Glazoué, Dassa et autres. Mais j'ai bien envie de vous demander, mais le Bénin ne se limite pas au centre. Qu'est-ce qui a été donc pensé pour le septentrion par exemple et même le sud du pays? Ou bien rien n'est prévu? Ok, si. Vous savez, l'attention se concentre sur le centre et à cause de la gravité de la situation. Et puis, personne ne pouvait croire qu'il était possible d'approvisionner cette région en eau potable. Donc, c'est le miracle qui a eu lieu.
Et surtout, vous voyez, les infrastructures que vous venez de voir avec moi ont une capacité tellement énorme. On a parlé de 14 millions de mètres cubes d'eau. C'est une capacité qui peut servir pendant les 20 et 50 années, les 30, 20, 30, 50 années à venir. La population, quelle que soit l'extension de la population, la croissance, etc. etc. Donc c'est vraiment des investissements très structurants qui vont régler définitivement les questions d'eau potable au niveau de ces régions. Et oui, il y en a aussi partout, c'est partout sur l'ensemble du territoire national. Les projets de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable que j'avais cités impactent aussi les villes de Parakou, Djougou, dans le nord. Mais Porte-Novo également dans l'Ouémé et puis Abomey-Calavi est concerné également par ce projet de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Donc, ce qui est clair, tout ce que vous venez de dire, jusqu'à présent, ce sont des travaux entièrement bouclés. Entièrement achevés et mis en service, mais il y a aussi quelques travaux qui sont en cours. Alors, dites-nous. Il y a la construction, par exemple, d'un barrage de 12 millions de mètres cubes d'eau qui, une fois achevé... Le barrage LIFO, c'est ça? Non, pas LIFO. Okay. Une fois achevé, permettra d'offrir, d'alimenter Savalou à partir de Glazoué en complément de ce qui existe déjà. Et vous avez suivi ces derniers temps le problème d'Akpakpa, au niveau de Akpakpa où la population se plaint. La population a raison de se plaindre parce que effectivement, il y a des problèmes au niveau de l'approvisionnement en eau pour ces régions-là. Mais il n'y a pas que Akpakpa, ça impacte également à Blangantan, Semekoudji, etc., etc. Et face à ça, le gouvernement a très rapidement mis en place un projet d'urgence pour approvisionner de l'eau potable pour ces régions-là. Je suis allé personnellement sur ce chantier parce que c'est un chantier qui tient véritablement à cœur au chef de l'État et à son gouvernement. J'ai déjà fait 2 visites là-bas et je peux vous assurer que les travaux qui étaient prévus pour finir en septembre, j'ai demandé que les équipes soient redoublées et que les gens travaillent de jour comme de nuit pour que d'ici fin juin, nous puissions avoir fini avec ces infrastructures et donner de l'eau à nos populations. Une eau qui est allée, qui est pompée depuis Adjara. Monsieur le ministre, si vous permettez, comme vous parlez de Akpakpa, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à aller sur le terrain pour constater réellement le terrain à Akpakpa. C'est un sujet préoccupant pour les populations. William Choki a été donc également sur le terrain pour voir ce qui se fait, pour recueillir également l'avis des populations. Nous allons suivre ce reportage et vous reviendrez au plateau pour nous dire vraiment le reste des travaux exécutés, pour donc jouer avec la méthode et faciliter la compréhension à nos téléspectateurs. On regarde. Commune d'Adjara, dans le département de l'Ouémé. Une bonne partie de la chaussée menant de cette cité des tambours à la ville capitale est obstruée par les travaux d'installation des conduites d'eau. C'est justement ici que se trouvent les champs de captage d'eau potable pour alimenter tout Cotonou-Est et Aglandandan dans la commune de Semekoudji. Les techniciens sont à pied d'œuvre avec cet agencement des pièces hydrauliques. Le manifold est monté, il est connecté à ce puits de forage. À l'intérieur, d'autres équipements de refoulement du liquide précieux. Ce manifold, en fait, c'est le canal par lequel transite la charge, c'est-à-dire l'eau qui est dans le puits parce qu'on a déjà immergé la pompe. Donc la pompe, dès que la pompe est actionnée, il y a un retour d'eau qui vient et c'est par ce canal l'eau sort pour aller rejoindre la collectrice principale qui va maintenant faire la collecte d'eau pour aller vers l'usine de traitement d'eau. La mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable de la zone d'Akpakpa à partir des champs de captage d'Adjara est dans sa phase active. Une production complémentaire de 1000 m3/h. Et pour alimenter la desserte en eau potable, ces poses de conduite de refoulement sur 22 km en terre ferme et près de 2 km en eau profonde sous la lagune de Porte-Novo. Un travail titanesque. Il a mobilisé une forte équipe de plongeurs pour la pose des lestes, ces blocs de béton pour maintenir les conduites
sous l'eau. On fait des travaux de jour comme de nuit pour essayer d'atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. C'est de fournir le plus rapidement de l'eau, le plus rapidement possible de l'eau aux populations de la zone d'Akwakwa essentiellement. Ici, nous sommes à Semekpoji, sur le site de la nouvelle usine de traitement d'eau venant des champs de captage d'Adjara. Un tour de dégazage, un réservoir d'eau semi-enterré de 1000 m3, un bâtiment de pompage. L'autre dispositif ultramoderne en construction pour assurer la qualité d'eau à servir aux populations. C'est l'eau brute qui a été captée des forages qu'on a vu précédemment de là-bas. Ça passe par la canalisation, environ 22 km de canalisation, pour arriver ici à l'usine pour subir un traitement. Donc une fois à l'usine, ça passe d'abord par un réservoir surélevé, le château de 100 m3 qui est en cours de réalisation juste derrière moi. Et après, ça subit un traitement avec les différents bâtiments que nous sommes en train de réaliser. Nous avons le bâtiment de traitement et d'exploitation. D'ici peu, nous allons pouvoir régler ce déficit-là dont Akwakwa et Aglangadan souffrent depuis un bon moment. Une assurance donnée aux populations d'Akwakwa, d'Aglangadan et environ. Elles végétaient depuis un bout de temps dans une sécheresse hydrique. La fin des travaux prévus pour le mois de juillet 2025 pourrait être aussi la fin de les calvaires. Alors, Monsieur le ministre, vous avez suivi avec nous ce reportage quand même, qui montre un peu les travaux menés pour que Akwakwa et Aglangadan ne manquent plus d'eau potable. Vous confirmez que déjà, fin juillet, ou du moins début juillet, les populations auront de l'eau en grande quantité et puis ils ne vont plus veiller la nuit pour guetter la robinet couler? Je le confirme avec assurance que les travaux vont effectivement finir à fin juin pour qu'à partir du mois de juillet, et comme vous venez de le dire, que ce soit la fin du calvaire pour ces populations-là. Parce que les travaux se font, je vous ai dit, j'ai même fait une visite inopinée. Oui, avec beaucoup de fierté que je parle, et beaucoup d'émotion d'ailleurs, parce qu'un gouvernement qui est attaché à l'amélioration continue des conditions de vie des populations, on peut être fier d'appartenir à un tel gouvernement et que désormais on ne théorise plus le développement à travers que des chiffres, mais il y a des actes palpables, concrets et qui se posent. Ce programme, par exemple, est un programme d'urgence que le gouvernement a mis en place pour répondre aux cris de cœur des populations qui ont vraiment besoin de l'eau potable dans cette région. Et donc ma visite inopinée me renforce dans mon assurance que les délais vont être tenus parce qu'une nuit, je suis allé là-bas, du retour de la zone franche industrielle de Sémé, et de façon inopinée, il y avait encore, à 23 heures, il y avait encore des ouvriers sur le chantier qui continuaient pas à travailler. Et puis de dehors, au niveau du goudron, déjà on peut voir le château d'eau sorti de terre. Okay. Donc vous voyez, c'est un investissement important de près de 18 milliards et rapidement est concocté en urgence pour faire face à ce besoin important et crucial. Parce que ça va desservir quand même près de 4-5 arrondissements d'Akwakwa et également à Aglangadan, dans la commune de Semekpoji. Alors, aux populations qui se retrouvent dans ces zones-là, vous leur dites quoi? De commencer à pousser le ouf de soulagement ou bien plutôt d'attendre juin? Oh non, déjà, juin n'est plus loin. Le bout du tunnel est vraiment devant nous et cette population peut déjà commencer par pousser un ouf de soulagement. Vous savez, en réalité, il n'y a pas de plainte en tant que telle. Il y a certains activistes, effectivement, qui, depuis un certain temps, ont compris ce qui se passe. Parce que, à côté de ça, c'est le lieu de saluer le travail que fait le directeur de la SONEB par intérim, et le travail de communication qu'il fait avec son équipe, et qui informe la population sur les heures de modulation, de mise à disposition de l'eau, pour permettre à ceux qui sont les parties administratives qui puissent avoir de l'eau pendant la journée et que la population de l'autre côté, la nuit, puisse également avoir de l'eau. Ce n'est pas l'eau qui manque
mais les infrastructures étant en construction, on ne peut pas approvisionner correctement, régulièrement la population. Donc, il faut voir les heures modulées en conséquence. Mais je crois que depuis que les communications passent et que les informations passent via les réseaux sociaux, les journaux et tout, la population sait désormais à quel moment il faut s'arrêter pour prendre l'eau. Mais ce problème n'est pas dû seulement à la vétusté des infrastructures. C'est dû aussi à l'inadéquation des installations que les populations font. Vous voulez parler de quoi concrètement? Je vais parler des suppresseurs, et des réservoirs que les gens mettent sur les toiles, les dalles et autres. Et le suppresseur est placé entre ces réservoirs et les installations de la SONEB, de telle sorte que le débit est disputé avec le débit normal qui vient. Il était important simplement de mettre directement le réservoir en lien avec les installations de la SONEB et le suppresseur après pour faire remonter l'eau, que cela aussi aurait facilité les choses. Donc le réservoir placé en haut demande plus d'efforts au suppresseur pour faire remonter l'eau que si le réservoir était en bas, le débit aurait été fort et le suppresseur va faire monter facilement de l'eau. Je crois que pour les nouvelles maisons qui se construisent, ces conseils sont donnés par les spécialistes de la SONEB et progressivement d'autres ont même accepté, corrigé leur installation. Je crois que c'est un chantier qui est là et sur lequel nous devons travailler et faire en sorte que ces installations ne se fassent plus de cette manière. Et je crois que si on peut même mettre en place un mécanisme de contrôle, a priori, pour permettre aux gens de faire de bonnes installations et régler définitivement les petites difficultés qui peuvent être liées à la fourniture. Je sais qu'à Akpakpa et à Blangada, ce ne sont pas que des cas isolés. Il y a d'autres localités qui manquent encore d'eau potable. Est-ce que des actions toujours sont en cours pour permettre aux populations d'avoir de l'eau potable? Parce que vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction que c'est la source de vie. Absolument. Les travaux sont en cours. Le programme d'urgence à Blangada n'est pas le seul. Il y a aussi un programme d'urgence pour Ouida. Vous savez que donc à l'ouest de Cotonou. De Cotonou. Vous savez très bien que Ouida abrite tout un grand projet de tourisme où il faut qu'il y ait de l'eau à disposition de façon permanente. Donc ce programme d'urgence a amené déjà à construire 8 centres de traitement d'eau qui vont alimenter cette zone et rendre cette zone indépendante. Il y a le programme de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable impacte aussi des villes dans le Mono-Koufo, comme Dogbo, à Plakoué, à Zové, Tchakotomé, dans le Koufo, et Sakété, dans le plateau. Il y en a aussi pour les villes de Boukoumbe, de Kové et de Sayanado. Alors, un programme d'approvisionnement en eau potable qui doit retenir l'attention est celui de Ouessé, qui jusque-là n'a jamais disposé du réseau de la SONEB. Et pourquoi Ouessé a été complète depuis l'indépendance. Pourquoi cela? C'est ce que je mets dans les responsabilités des dirigeants qui ont précédé le président Patrice Talon au pouvoir. Le Bénin doit être développé de façon harmonieuse. Et c'est aujourd'hui, bien entendu. Oui. Et quand on parle en matière d'eau, je vous en prie, en matière d'eau, la politique doit être une politique harmonieuse sur l'ensemble du territoire. Et prioritaire. Sur l'ensemble du territoire national. Il n'est pas concevable qu'une localité du Bénin, comme Ouessé, manque carrément du réseau de la SONEB jusqu'à l'heure où on vous parle. Aujourd'hui, maintenant, les forages sont déjà réalisés. L'entreprise à charge des travaux est déjà bientôt recrutée. Le processus est en cours pour que désormais, on ne parle plus de problèmes d'eau dans cette région. Alors, Ouessé aura de l'eau potable quand, monsieur le ministre? Puisque les travaux vont démarrer, les délais contractuels seront connus en son temps et on pourra vous informer beaucoup plus amplement. Et tout récemment, le gouvernement a autorisé également la contractualisation pour les projets de renforcement des villes de Savalou et de Banté. Là aussi, des actions sont en train d'être menées. Les actions sont en train d'être menées. Okay. L'entreprise qui doit faire les travaux et le bureau du contrôle, l'autorisation a été donnée pour que les contractualisations soient faites. Alors ça veut dire que d'ici là, tout ce qui est cité urbaine seront couvertes d'eau potable, on ne manquera plus d'eau potable. Est-ce que vous êtes sûr qu'on pourra atteindre les objectifs avant même l'échéance qui est de 2030? Bien entendu, puisque vous avez vu tous les périmètres qui ont été définis ont pris en compte toutes les villes, les zones urbaines du Bénin entièrement. Il n'y a pas de zone qui soit laissée en rade. Et c'est ça aussi l'intelligence de ce projet, de ce programme, qui est un programme à l'actif
du gouvernement du président Patrice Talon. Et voilà, et aujourd'hui, on peut avoir l'assurance qu'en milieu urbain, il y a une maîtrise dans la disponibilité de l'eau. Alors, monsieur le ministre, où allons-nous concrètement? Je veux parler de perspectives en matière d'eau dans le milieu urbain. Vous avez suivi, j'avais annoncé qu'il y a des contractualisations qui sont autorisées par le gouvernement. Et donc, quand on parle de contractualisation, c'est-à-dire qu'il y a encore un temps pour les formalités administratives et autres jusqu'à la signature du contrat et à la mise à disposition des terrains pour que les travaux puissent démarrer. Donc, en perspective, il y a la construction du nouveau barrage de l'IFO dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Sabé, de Dassazoumé, Glazoué et environ. J'avais parlé de 12 millions de mètres cubes d'eau, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il y a aussi ces mêmes travaux pour lesquels le gouvernement a déjà donné son autorisation pour la contractualisation. C'est les travaux de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Sabalou et Banté. Et tout récemment, la dernière autorisation qu'on a eue du gouvernement, c'est la voie qui quitte le centre de traitement d'eau de Gobé vers le barrage de Aïdjoko, qui a été mis en délégation d'ouvrage à la CIRAT pour la réalisation de cette voie avec tout ce qui va avec, les commodités qui vont avec, pour permettre une circulation fluide entre le centre de traitement et le barrage. Okay. Donc les autres projets vont se poursuivre et puis l'opérationnalisation de la SOBI va également se poursuivre en termes de réforme parce qu'il reste comme je vous l'ai dit, à mettre en place tous les outils de gestion, d'abord à nommer le directeur général, à mettre en place les outils de gestion pour la SOBI, mais également créer une nouvelle société qui va s'occuper de la partie exploitation et maintenance des infrastructures. Okay. Comme ça, la réforme aura été intégrale. Voilà. Alors, on a fini avec le milieu urbain, on va en milieu rural. Là aussi, la population manque beaucoup d'eau, monsieur le ministre. Beaucoup de ces populations vont au niveau des marigots pour avoir de l'eau à boire. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel est en train de corriger cette injustice, surtout au niveau du prix, où on pense qu'en milieu rural, le coût de l'eau est encore plus cher que le milieu urbain? Oui, en milieu rural, effectivement, en termes d'état des lieux, il faut constater qu'il y a eu un véritable problème au niveau institutionnel. C'est-à-dire que la Direction générale de l'eau cumulait des fonctions incompatibles, et plus fonctions d'hydraulique rurale, de gestion intégrale des ressources en eau, de réglementation, de suivi et évaluation. Ça dit que c'est une structure qui était en même temps au niveau de la stratégie et en même temps cumulée avec l'opérationnel. Et ces deux fonctions incompatibles qui, si elles ne sont pas séparées, ne peuvent que occasionner la contre-performance qui a été notée au niveau de la gestion de l'eau, tant en milieu rural qu'en milieu urbain en 2016. Et surtout, pour ce qui concerne l'hydraulique rurale, on note d'ailleurs une faiblesse dans la consommation des ressources budgétaires. C'est un indicateur cher aux bailleurs de fonds qui, pour apprécier, je vais dire, la performance dans les projets de développement, se base sur le taux d'exécution des budgets. Et donc ça, c'est un cumul également incompatible qui a occasionné ce que je peux appeler le scandale du PPA 2. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé quand même du scandale PPA 2, mais en dehors de cela, il y a quand même des choses qui ont été faites pour permettre aux populations en milieu rural d'avoir de l'eau potable. Bien entendu, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Quelque chose a été fait. On peut retenir en 2016 que le taux des décès en eau potable atteint à peine 42% sur le plan national, avec juste 300 villages impactés depuis l'indépendance. On peut aussi, c'est vrai que les ouvrages d'adduction d'eau potable, vétustes et archaïques, et surtout le coût d'accès d'eau en milieu rural 3 fois plus élevé qu'en milieu urbain, avec aussi des disparités entre les milieux. Une véritable injustice. Hein. Une véritable injustice. Vous savez, le coût est allé jusqu'à 2000 francs CFA par endroit, le mètre cube.
Le mètre cube, c'est-à-dire, vous savez que ce sont des bassines qui sont utilisées. Donc, 25 à 50 francs CFA, une bassine de 25 litres par exemple. Alors que le mètre cube en milieu urbain, et par tranche, n'atteint même pas 500 francs. Donc, il y a eu cette injustice-là qui est notée. Voilà ce qu'on peut retenir en dehors du scandale dont on a parlé. Et on peut retenir aussi que ce n'est que 300 villages qui sont atteints. Donc les signaux n'étaient pas au rouge. N'étaient pas totalement au rouge. Quelque chose est fait. Oui, oui. Mais vous allez voir, et par la suite des réformes, les résultats obtenus par le gouvernement du président Patrice Talon, et par comparaison à ça, vous allez tirer les conclusions. Alors, venons-en maintenant aux résultats, si vous permettez, par rapport à ce qu'a fait le régime actuel en matière d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Qu'est-ce qui a fait concrètement les résultats qu'on a pu obtenir? Bon, d'abord, les réformes ont été menées. Et ces réformes ont visé essentiellement à moderniser les équipements qui sont complètement vétustes. Et ces réformes ont permis aussi de professionnaliser le service d'eau en milieu rural. On va en venir dans les détails. Et l'autre réforme a visé à rétablir l'équité dans le tarif d'accès au service public d'eau potable en milieu rural. C'est ainsi qu'en 2025, on peut noter que le taux de décès est passé à 82%. C'était à 42%, je vous le rappelle. Et puis, comme autre résultat, c'est l'adoption des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages. C'est-à-dire que les investissements sont faits au niveau d'un arrondissement et ça permet de desservir plusieurs villages, pratiquement tous les villages de l'arrondissement. C'est une réforme importante et qui a permis d'obtenir des résultats qu'on va voir tout à l'heure. Je vous parlais de la professionnalisation. Ouais. La professionnalisation, ça se sent à travers la prise en charge du service affermé par des opérateurs régionaux sur les périmètres bien définis. Donc, c'est des spécialistes qui savent comment il faut desservir l'eau. Vous savez, le système d'approvisionnement d'eau potable en milieu multivillage est construit de telle sorte qu'au bout de la chaîne, il y a toujours des bonnes fontaines. Toujours des bonnes fontaines. Et ces bonnes fontaines permettent à la population d'être en train de prendre de l'eau en attendant qu'il ne se raccorde au réseau de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on peut dire que ces systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage, il y a eu construction de 294. Il est prévu au total 611 pour être construits d'ici 2030. Et ces 294 ont permis, en un clin d'œil, d'impacter 500 nouveaux villages. N'oubliez pas que nous étions à 300 villages depuis l'indépendance. Mais de 2016 à ce jour, 500 nouveaux villages ont été impactés par ce mécanisme mis en place par le gouvernement. Donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a 800 villages qui sont atteints, c'est ça, en matière de dessert? En matière de dessert d'eau potable. J'ai visité moi-même et je continue de le faire pour vérifier parce que c'est un peu partout comme on avait fait en milieu urbain. C'est exactement la même chose aussi en milieu rural où il y a un approvisionnement bien harmonieux du pays pour les desserts d'eau en milieu rural. Est-ce que vous avez revu aussi le coût de branchement en milieu rural pour oui, bien sûr, bien sûr que je vais y venir, mais avant, permettez-moi de vous parler d'une action importante du gouvernement. C'est la construction de 123 postes d'eau de type nouveau, c'est-à-dire très moderne, au niveau des écoles où il y a la cantine scolaire. C'est quand même quelque chose à saluer. Quand on parle du social, c'est ça le véritable social. Mettre à la disposition des couches les plus vulnérables, les plus démunies, de tout le service public qu'il faut, surtout l'eau. Donc partout où il y a donc les cantines scolaires développées, il y a de l'eau à côté. À côté. Il y a de l'eau à côté. Et l'autre facilitation que le gouvernement a mis en place, c'est la possibilité aujourd'hui pour avoir le branchement d'eau en milieu rural, c'est à 10 000 francs. 10 000 francs. C'est à 10 000 francs. Pour avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau. En milieu rural. En milieu rural, c'est à 10 000 francs. Et alors que même l'équipement qui est utilisé pour le branchement
quand on l'évalue, c'est un peu moins de 100 000, 80 à 90 000 francs, et que l'État béninois débourse sous forme de subvention pour mettre ces équipements à la disposition. Là, et la population. Vous vendez le hautement social du gouvernement, c'est ça? Non, c'est du concret. Okay. J'avais commencé par vous dire qu'il n'y a aucune incantation dans ce que le président Patrice Talon a promis à son peuple. C'est suivi immédiatement d'actions et du concret. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, en termes de perspective pour le milieu rural, oui. À moins qu'il y ait des choses encore ajoutées par rapport aux résultats. Oui, bien sûr, je voulais juste ajouter que le coût de l'eau aujourd'hui, pour avoir accès, et en termes de mètres cubes, il y a une réduction de près de 70%. Aujourd'hui, c'est à combien? À peine à moins de 600 francs. OK. À moins de 600 francs. En milieu rural? Oui, aujourd'hui, président Patrice. Alors, en termes de si perspective, on convertit un peu, ça fait à peine 15 francs. OK. Une bassine de 25 litres. 25 litres. Voilà. D'accord. En termes de perspective, vous dites quoi aux citoyens? En termes de perspective, au niveau de la gestion de l'eau en zone rurale, les efforts vont se poursuivre parce que je vous avais dit qu'il s'agit de 611 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage et que dedans 200 et quelques ont été faits. Et ça va se poursuivre pour que d'ici 2030, l'objectif des 611 soit atteint. Et il sera aussi poursuivi la dynamique de donner un accès à l'eau potable en milieu rural, pour atteindre environ plus de 2 millions de personnes additionnelles aux tarifs homologués permettant à toutes les couches de la population de s'approvisionner en eau potable à travers ce mécanisme de facilitation. Mais aussi, le gouvernement, tout récemment, a autorisé également la contractualisation pour la construction de 5 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans la région, le département de Lomé et du Plateau. Voilà les perspectives. Alors, monsieur le ministre, on va aborder la dernière partie de cet entretien. On va parler des mines. Vous savez, notre pays, on nous a appris sur les bancs que nous avons beaucoup de ressources minières, pétrole, or, enfin, c'est pas moi, faire de lumbu-lumbu. Alors, où en est-on aujourd'hui avec le régime actuel? Est-ce que vraiment ces ressources existent? Est-ce qu'on les exploite vraiment? En 2016, c'est comme je l'avais dit tantôt, il y a une existence totale de cadres législatifs et réglementaires du sous-secteur pétrolier et seulement 366 stations-service étaient disponibles, dont un nombre important n'était plus fonctionnel. Vous êtes tous d'accord avec moi que dans le temps, c'était vraiment la Sonacop qui prédominait avec des stations complètement en panne, beaucoup qui sont en panne. Donc c'est cela au niveau du secteur pétrolier. Et cela nous a amené à faire des réformes. Aujourd'hui, on a beaucoup de stations. Oui, on en a beaucoup plus, mais cela est dû d'abord aux réformes. Les réformes qui ont eu lieu, ça a commencé par l'élaboration déjà du code pétrolier, qui est en adéquation avec l'évolution du secteur actuel. Et puis il y a le vote et la promulgation de la loi de 2019-06, du 15 novembre 2019, portant code pétrolier en République du Bénin. Il y a eu la prise de son décret d'application, le décret 2020-568 du 2 décembre 2020, portant à approbation du contrat type de partage de production en République du Bénin, est déjà quelque chose qui annonce... Vous parlez de production, hein? Oui, de production. Je dis bien de production. Mais on ne produit pas encore. Attendez. On nous avait montré un gobelet avant. Attendez, vous verrez. Allez-y. Monsieur Naoum, attendez, vous verrez, ne soyez pas pressé. D'accord. Et je vous dis, ce cadre est annonciateur de ce que quelque chose est en train de se préparer. Et il y a eu, tenez-vous bien, la création également du Fonds de développement pétrolier. Ce fonds a été créé pour la transparence dans la gestion des ressources financières issues du secteur pétrolier. C'est une première en République du Bénin. Si vous avez bien suivi la démarche, il s'agit des réformes institutionnelles, d'accord, des réformes qui nous ont permis de prendre des lois pour des décrets d'application et également un contrat type de partage de production. Un contrat type. C'est-à-dire que tout est prévu au plan juridique, tout est cadré pour que
si on commence l'exploitation de nos réserves qu'on n'aille pas dans tous les sens. Vous utilisez des mots qui captent mon attention, monsieur le ministre. Et surtout, là, le fonds de développement également qui est créé pour assainir la gestion financière. C'est la volonté d'un gouvernement qui est méthodique. Mais c'est bien tout ce que vous dites là, monsieur le ministre. Est-ce que le pétrole existe chez nous ici? Je vous confirme que nous avons du pétrole dans notre sous-sol et les découpages qui ont eu lieu des blocs du bassin sédimentaire du sud à partir d'Alada jusqu'à l'océan pour augmenter l'attractivité des blocs en eau profonde, le confirme avec l'introduction d'ailleurs du bassin de Kandi, de sorte que nous avons aujourd'hui 11 blocs pétroliers, dont 3 en terre ferme, on dit onshore, et 8 en eau profonde, on peut dire les blocs offshore. Okay. Donc, en 2023, il y a eu la preuve que ça existe, un contrat de partage de production sur le bloc 1. C'est le bloc, comme il y a eu toujours des scandales dans le passé, dans ce secteur-là aussi il y en a eu. Le bloc 1, précédemment exploité à Semek-Boudji par Saga Petroleum. Vous savez qu'il y a eu près de 400 milliards engloutis dans cette recherche de pétrole en son temps. Je suis bien placé pour vous le dire, avec des hélicoptères de balade 400, vous qui avez devaient dit servir plutôt... 400 ou 4 ? J'ai dit 400 milliards. 400 milliards, c'est énorme quand même. Engloutis dans le passé, dans cette recherche, pour 0 litre de pétrole dans le passé. Et je le disais aussi que l'essentiel des investissements, finalement, a été mis dans l'achat d'hélicoptères. Et vous savez plus que moi ce à quoi cet hélicoptère a servi au lieu d'être mis à la disposition des équipes qui faisaient les recherches. Okay. Donc, impossible de trouver le pétrole dans le passé. Et il y a eu aussi, en 2025, une autorisation de construction de 128 stations-service dans 50 communes sur les 77 que nous avons. Et ces 10 stations sont déjà fonctionnelles. Voilà. Et donc, il y a aussi le projet Pipeline, que vous connaissez, le projet Pipeline Export. Avec le Niger, voilà, Niger-Bénin, qui procure beaucoup de ressources à l'État béninois. Et donc, voilà les résultats qui fondamentalement, le Bénin va pouvoir donc exploiter son pétrole qui est disponible. Bien entendu. Vous le dites droit devant la caméra. Je regarde droit dans les yeux, le peuple béninois, et il confirme que nous avons des réserves et que le gouvernement en fait une gestion rationnelle dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise pour ce qui a des relations avec les partenaires qui sont en période d'exploration actuellement. À ce niveau précis, est-ce que le gouvernement prend les dispositions? Parce que quand on parle de découverte de ressources comme ça, après c'est le Far West, on ne maîtrise plus rien, il y aura tellement d'engouement pour la sécurité des citoyens et autres, et de tout ce qui se fera après. Est-ce que le gouvernement prend des dispositions pour ça? J'avais commencé par vous parler de l'élaboration d'un contrat type de partage, de production. Que tous les acteurs vont respecter. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc au plan juridique, tout est encadré et tout se fera dans l'intérêt de la nation, comme le président Patrice Talon nous a habitués à le faire dans tous les secteurs. Tout ce qu'il fait, il le fait dans l'intérêt supérieur du peuple béninois. Alors, ce sera pareil aussi dans ce domaine pétrolier. Alors on parlera aussi d'une autre ressource minière, c'est bien sûr l'or. L'or, on nous a dit que c'est un permanent, mais on sait que depuis toujours, l'exploitation est faite de façon artisanale. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État béninois pense, ne serait-ce à industrialiser cette exploitation pour permettre aux populations de tirer vraiment profit de cette ressource minière? Nous rentrons comme ça de plein pied dans le secteur minier. Donc, si on va en parler, par exemple, en 2016, il n'y a pas connaissance d'une unité de production de pierres ornementales qui soit installée au Bénin. Tout ce qui se faisait de façon artisanale. Alors, quelle est la réforme qui a été menée? C'est une réforme également institutionnelle. Le cadre juridique et réglementaire a été mis en place par la relecture du code minier au fin de l'harmoniser avec ce qui se fait dans l'environnement CEDEAO et UEMOA. Il y a eu aussi l'élaboration des tests d'application de nouveaux projets de code minier en instance
de transmission à l'Assemblée nationale, la réduction des formalités au niveau des autorisations d'ouverture, d'exploitation de carrières, l'élaboration du projet du code casier. C'est quand même très important parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons en termes d'énergie, en termes d'eau, en termes de mines, sera basé sur le gaz, surtout la production de l'énergie électrique. Et au-delà des paperasses, on a quoi? Dès qu'on a dans fini, le sous-secteur minier, qu'est-ce qu'on a comme avantage? C'est des préalables oui. indispensables. C'est ça. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez la crainte que ça ne fuse de partout et qu'il n'y a aucune maîtrise autour de cela. C'est pour qu'il y ait des maîtrises autour de cela qu'il faut mettre en place cette base juridique indispensable à une bonne exploitation, à une exploitation transparente et surtout rentable pour le Bénin. Et on gagne quoi et là, en termes de de 2016 à aujourd'hui, il y a eu des conventions de recherche qui ont été accordées, de recherche d'or, surtout dans la Takora, dans la Libori et dans la Tonga. Et là, dès que ces recherches aboutissent, il y a une autre étape qui suit, c'est l'étape de la convention d'exploitation. Et vous verrez que là-dessus aussi, le Bénin a fait un bon qualitatif devant. Mais avant, je vous parle de quelque chose d'extraordinaire, c'est les pierres ornementales. Est-ce que, monsieur, avant que vous parliez des pierres ornementales, est-ce qu'on a une idée de la quantité d'or que nous avons dans notre sous-sol béninois? Non, je peux vous dire que ce n'est pas systématique. Ce sont des spécialistes qui, au bout des recherches, peuvent savoir. Mais tenez-vous tranquille, c'est une équipe je vais dire, disciplinaire ouais. qui le fait. Et aussi, c'est une équipe pratiquement bipartite. Ce n'est pas que l'exploitant il va et il déclare à l'État la quantité que... Non, nous avons des spécialistes aussi. L'État aura son regard. L'État béninois a son regard là-dessus. Et au niveau de chaque département, il y a au sein des directions départementales, il y a des spécialistes en énergie, en eau et en mine qui sont là et qui sont l'œil et le regard permanent. Et avec la contribution des autorités politico-administratives, notamment les préfets et les maires qui sont impliqués. Et donc, vous avez compris aujourd'hui que le Béninois a changé de mentalité dans ce sens. Alors, vous voulez parler des pierres précieuses aussi, n'oubliez pas de parler des pierres ornementales. Voilà, je voulais vous parler des pierres, absolument. Ouais. Je voulais vous parler des pierres ornementales, sur lesquelles aujourd'hui, il y a une unité de production, il y a 5 gisements de pierres ornementales qui ont été retenus, pour lesquels il y a une unité de production qui est déjà fonctionnelle, installée. Où? À Glodjibé, sur la zone industrielle. La GDIZ. La GDIZ. Okay. Il y aura une autre pour fabriquer des carreaux de céramique également. Il a démarré déjà avec une première production en 2025. Je voudrais demander, parce que le temps là nous lâche déjà tout doucement, on tend vers la fin de cette émission. Avec vous, je voudrais savoir, en termes de perspective pour le secteur minier, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que les efforts vont se poursuivre dans tous les cas et pour pouvoir continuer. J'avais dit que c'est 50 communes qui ont été impactées par l'installation des stations. Ça suppose qu'il reste encore 27, on en a 77 au total. Il faut poursuivre les efforts et installer les stations autoriser l'installation des stations dans ces 27 communes qui restent. Et aussi des carrières d'extraction et de pré-traitement de pierres ornementales seront installées. Ça a été découvert, il y en a à Dassa, il y en a à Ouessé, il y en a à Savet, les sources de création forcément d'emplois et du pôle de développement économique pour le pays. Et puis avec la convention qui va être signée, il y aura l'exploitation imminente de nos gisements d'or, notamment dans le département de la Takora, avec les avantages au plan économique et social que tantôt je viens de développer. Votre mot de fin pour finir cette émission? Un mot de remerciement pour le travail que vous faites pour la visibilité de l'action du gouvernement et puis que vive le développement économique et social du Bénin. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre Aponan, pour votre passage sur ce plateau pour nous parler bien entendu de l'eau et des mines.
Et oui, il y a tellement à faire et il y a quelque chose qui se cuisine, c'est ce qu'on nous dit. On aura à exploiter le pétrole. L'or également sera exploité au Bénin. Ce sont des visions clairement affichées. Merci donc à vous pour ce plateau. Merci à William Tchoki également qui a partagé ce plateau avec moi. Chers téléspectateurs, merci et à très bientôt.